Christophe Aguiton, bonjour. Vous êtes chercheur, sociologue. On vous connaît surtout comme cofondateur de Sud et de Attaque. Vous venez de sortir un livre qui s'appelle Le monde qui émerge, aux éditions qui libèrent, des liens qui libèrent. On vous connaissait très radical et là vous êtes dans une dynamique de solution. Quelle est cette origine de changement? D'où vient ce changement? Très radical, je pense l'être encore. Et d'ailleurs, je en profite pour faire 10 secondes de pub. En fait, j'ai sorti 2 livres. Le monde qui émerge est un livre collectif. J'ai écrit le chapitre sur les biens communs, sur les communs, mais il y en a beaucoup d'autres chapitres écrits par Pablo Solon et Elisabeth Peredo, qui sont des militants boliviens, et aussi Geneviève Azan, qui est une autre militante d'Attaque comme moi, qui est enseignante en économie sociale et solidaire, pour le dire vite, de la faculté de l'Université de Toulouse. Mais j'ai sorti aussi un autre livre, là, dont j'étais le seul auteur, qui s'appelle La gauche du XXIe siècle, publié à la Découverte, et qui est complémentaire du premier. Donc les deux se tiennent. Et mon origine, comme vous l'avez souligné, c'est en effet le syndicat Sud. Et un syndicat, c'est toujours à la fois dans la protestation et la revendication, mais aussi dans la proposition. On ne peut pas faire de syndicalisme si on n'est pas capable de mettre sur la table, au moment de la négociation, des avancées sociales concrètes pour les salariés qu'on défend, puisqu'on est là pour ça. Et cette idée qu'il faut toujours être à la fois dans la construction d'un rapport de force, et donc dans la revendication, mais aussi dans les choses concrètes sur lesquelles on essaie de faire avancer les choses, ça a toujours été mon ADN de syndicaliste et ça date d'il y a 40 ans, c'est pas tout nouveau. Et pour revenir au monde qui émerge, c'est aussi une autre idée, c'est que Attaque a évolué en une vingtaine d'années. Vous savez qu'Attaque a été fondée en 98, donc on va fêter les 20 ans cette année, et au début Attaque était vraiment sur les questions économiques. C'était la taxe Tobin, ça a été la lutte contre la mondialisation libérale, les plans du FMI, de l'OMC, bref, tout ce qui relevait, disons, de l'Organisation internationale de l'économie et de la finance. Et on a évolué au fur et à mesure des années. On est de plus en plus impliqué dans les luttes écologiques et en particulier sur la justice climatique. La conférence de Copenhague en 2009 a été essentielle pour nous et dans la dernière grosse COP, la dernière grosse conférence climat qui était la COP 21 à Paris, il y a maintenant 2 ans et 2 mois, Attaque était au centre des actions mais aussi des propositions avec Greenpeace, les Amis de la Terre, 350 et beaucoup d'associations environnementales. Et d'où vous vient cette prise de conscience, vous personnellement, dans le mouvement Attaque? Je pense qu'on est quand même tous sensibles au fait que les problèmes ils ne sont pas que sociaux, ou plus exactement que le social et l'environnemental sont très liés. On sait tous que les premières victimes des questions, enfin des désastres environnementaux, c'est les plus pauvres. Ceux qui habitent dans les quartiers, mais ça remonte à la construction des villes. C'est pas un hasard si les quartiers bourgeois, je parle de l'Europe puisqu'on est dans l'hémisphère nord, sont toujours à l'ouest. Parce que les vents dominants vont de l'ouest à l'est. Donc quand il y a des mauvaises odeurs, les pauvres les récupèrent, les riches eux s'en tirent mieux. Donc on a toujours eu cette idée que les plus vulnérables aux questions environnementales étaient ceux qui socialement étaient aussi les plus vulnérables, donc les plus pauvres. Mais ça s'est beaucoup accentué ces dernières années puisqu'on a connu là une série de défis environnementaux considérables. Je pense à la pollution de l'air liée aux particules fines, je pense bien évidemment à l'artificialisation des sols, à la biodiversité et puis au changement climatique. Sur toutes ces questions, on est vraiment très très nombreux, vous au premier chef évidemment, mais dans Attaque, je pense tout le monde, on est convaincu que si on ne prend pas ces questions-là en main, en y liant les questions sociales, on n'aboutira à rien. Et donc on a vraiment bougé sur ces questions-là depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Mais le syndicalisme est plutôt productiviste, pro-nucléaire. Oui. Est-ce que tout le monde est dans cette dynamique écolo, on va dire, pour faire simple? Sud, moi je viens de Sud, on n'a jamais été pro-nucléaire. On a toujours été très critique. Chez Sud, mais voilà. la CGT, mais la CGT non, évidemment. Même la CFDT, à cause du poids de ces syndicats dans EDF, dans l'entreprise EDF. Est-ce que vous sentez que ça bouge un peu? Mais ça bouge. Ça bouge dans le syndicalisme, dans le mouvement associatif et aussi en politique. On parlait un petit peu là, avant la prise d'antenne des grands partis de gauche qui étaient le Parti communiste et le Parti socialiste. L'un comme l'autre était productiviste un maximum, défendant le nucléaire, défendant un dossier tout récent, Notre-Dame-des-Landes. Quand on prend Notre-Dame-des-Landes, c'est la majorité PC-PS du conseil municipal de Nantes et du conseil départemental de la Loire-Atlantique qui a défendu le projet, mais bec et ongles. Mais quand vous prenez aujourd'hui ceux qui sont les têtes d'affiche d'une certaine façon de la gauche radicale, mais aussi de ce qui vient de la social-démocratie, je pense à Benoît Hamon ou Jean-Luc Mélenchon, on peut être d'accord ou pas avec le détail de leurs propositions, mais ils ont beaucoup évolué. L'un comme l'autre sont très écolos, et pas que dans leur discours, à mon avis dans leurs convictions, à l'un et l'autre. Donc on voit quand même que le monde syndical, comme le monde politique, est en train de changer.
changer. Et pour revenir au monde syndical, vous savez qu'un des plus grands défenseurs de la lutte des paysans de Notre-Dame-des-Landes, c'était le syndicat CGT de Vinci, qui est l'entreprise qui est en train ou qui voulait construire l'aéroport. Donc même la CGT, qui est pourtant historiquement en effet très productiviste, très non écolo, on peut le dire, a beaucoup évolué. Et pour voir un syndicat d'une entreprise qui pourtant voyait ses emplois être défendus par la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, être au contraire contre, avec les écolos, avec la Confédération paysanne, avec ATTAC. Et ça, c'est une évolution très profonde. Donc selon vous, il n'y a plus d'opposition entre l'écologie et le travail, en tout cas l'argument de dire ça va faire du chômage. Il y a encore des tas de questions. Il ne faut pas non plus penser que tout est réglé, d'un claquement de doigts, tout est fini. Mais il y a encore beaucoup de conflits, beaucoup de débats. Par exemple, quand vous prenez un thème comme la décroissance, ça hérisse le poil. Et on peut comprendre de ceux qui sont les plus pauvres, qui se disent « moi je suis déjà au RMI ou au SMIC, on va encore me diminuer mon revenu ». Ce qui n'est évidemment pas le sujet des décroissants. Je ne pense pas une seconde que les décroissants sont pour faire baisser le SMIC ou le RMI, ou le RSA plus exactement aujourd'hui. Mais on peut comprendre que ce soit un peu réactif. Donc on a des questions comme ça qui ne sont pas réglées. On voit bien que sur toute une série de questions, dans le monde agricole, les choses ne sont pas complètement réglées non plus, ça bouge. Bon, la Confédération paysanne a toujours été impeccable sur les questions environnementales, sur le bio, sur la lutte contre le glyphosate, et évidemment, plus globalement, sur toutes les questions environnementales. Mais même la FNSEA, qui était vraiment, elle, du productivisme et du pesticide à tous les étages, on voit que ça commence à tourner, parce que l'état d'esprit général, regardez un succès comme celui du Salon Prime Vert, mais derrière ça, c'est une société entière qui est en train de bouger. Et ça a un impact pour tout le monde. La théorie sous-jacente du livre, ou même vous l'énoncez, dit qu'il n'y a pas qu'une seule alternative englobante. Ça veut dire qu'on fait plus confiance aux petites cellules atomistiques. Mais comment fait-on face au poids des lobbies, des massifs entreprises internationales ? On dit ça, et c'est en effet les petites solutions, mais c'est aussi l'idée qu'il y a parce qu'on est parti de ce que nous avons observé dans les forums sociaux. Et je dis deux mots là-dessus, parce que pour un militant comme moi, français, donc formé à l'école cartésienne, c'est quand même pour nous ce qu'on a appris à l'école, ce qu'on a toujours su ou cru savoir, arriver dans des forums sociaux et voir des gens arriver venant des Andes, donc des militants boliviens, équatoriens, péruviens, en disant non, il faut que la nature ait des droits comme les êtres humains ont des droits. Il n'y a pas de raison qu'un arbre, une vache, une montagne ou une rivière n'aient pas des droits. Ça, c'est un choc. C'est un choc. Et ça oblige à revisiter tout ce qui a été notre histoire philosophique, notre vision du monde, notre ontologie. Bon. Et en travaillant sur ça, en essayant d'écouter pourquoi les Boliviens nous disaient ça, on découvre des choses que j'avais complètement oubliées. La France, avant Descartes, jusqu'au XVIe siècle, est un des pays dans lequel on va juger les animaux comme les humains. On va avoir des jugements, alors avec des histoires parfois étonnantes. J'avais lu, par exemple, l'histoire d'un homme qui aimait à faire l'amour avec des animaux, avec une chèvre en l'occurrence, et l'Église catholique considérait que c'était pactisé avec le diable. Donc les deux ont été condamnés par jugement à être brûlés. Mais la chèvre, étant jugée comme probablement non consentante, a été étranglée avant d'être brûlée pour ne pas qu'elle souffre de la brûlure du feu. Donc cette idée qu'on va juger les animaux comme des hommes, on se rend compte à ce moment-là que ce que pensent les paysans boliviens ou les mouvements indigènes boliviens, péruviens ou équatoriens, on avait exactement la même vision du monde il y a seulement un demi-millénaire. Alors, c'est beaucoup, mais c'est quand même pas si vieux que ça. Et c'est nos ancêtres, c'est souvent des Normands, des Bourguignons, considéraient que la nature et eux étaient indissociables d'une certaine façon. Et le cartésianisme a rompu tout ça. Donc ça, c'est des découvertes qui nous ont tous, moi le premier, beaucoup marqué, et qui dans ATTAC font toujours débat. Croyons pas que tout ça c'est pas un long fleuve tranquille, ça fait certaines discussion. critiques du monde diplomatique justement. Voilà. Bon, non, évidemment, et c'est logique. Donc l'idée c'est ça, c'est que non seulement le petit est important, et je dirais un mot tout à l'heure de ce que vous disiez sur les lobbies, mais qu'également on a toute une série d'alternatives qui viennent d'endroits du monde très différents et qui ne vont pas de soi, ou en tout cas dont l'articulation ne vont pas de soi. Les articulations ne vont pas de soi. Moi, je pense que penser que les non-humains doivent avoir des droits est une bonne chose. C'est pas l'avis de tout le monde, mais ça n'est pas forcément directement en lien avec la décroissance. Parce qu'en fait, on vous reproche d'être animiste avec ce discours. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Et aussi d'avoir derrière un soubassement religieux. Parce que ce qui est vrai, c'est que dans la vision du monde des Indiens, disons, de la période Inca ou pré-Inca, il y a le tout qui se mêle. Quand on fait une fête pour la Pachamama c'est la terre-mère. Donc c'est à la fois les droits de la nature, mais c'est aussi une forme de religiosité. Et ce qu'on nous a reproché dans ATTAC, un des bons amis à moi, par ailleurs, c'est en gros d'avoir abandonné heureusement le catholicisme. C'est pas pour se cogner à la Pachamama, pour le dire vite. Donc c'est ça qui a été reproché. Pas simplement l'animisme, mais c'est le caractère religieux
religieux de l'animisme, ou de Mais est-ce qu'il n'y a l'équivalent. pas confusion entre le religieux et le sacré? Oui, d'une part. Et puis par ailleurs, on peut considérer que la nature puisse avoir des droits sans y mettre de sens religieux, ni même à la limite sacré. Je veux dire, bon, j'ai toujours un parallèle qui me paraît, moi, tout à fait valable. On considère dans nos civilisations, et je pense qu'on a 1000 fois raison, que même le pire des criminels, même si Hitler avait été jugé, il aurait eu droit à un avocat. Et cette idée de base, qui est que quels que soient les crimes que quelqu'un puisse avoir commis, même les pires, il a le droit d'être défendu parce qu'il fait partie de la race humaine. Pourquoi est-ce qu'une montagne, un arbre, un animal n'aurait pas droit lui aussi à un avocat? Évidemment, on ne va pas demander à une montagne ou ni même à un mammifère animal de parler en son nom. Mais un avocat, et là tout de suite on change de pied. Une chose est de défendre la nature comme un élément extérieur qui est joli. Ah, c'est super. Bon, c'était ce qui est arrivé pendant la création des parcs nationaux américains, la wilderness. Donc, wow, la nature, c'est génial, l'homme est méchant. Et donc, on met les hommes dehors, à commencer évidemment par les Indiens, qui sont les premiers qu'on expulse. Bon. Mais cette idée qui est tout à fait différente, c'est de dire que on considère que on doit défendre un animal, une montagne. Et là, on a une autre vision. On n'est pas seulement dans la séparation, mais on est dans l'articulation entre espèces. À vous écouter, donc vous reprenez la parole de Gandhi, pas de changement de société sans changement intérieur en fait. Je pense qu'il faut toujours les deux. Mais ça, c'est un très vieux débat. Et nous, Français, on a à apprendre. Parce que quand vous avez une discussion de salon du commerce ou de dîner de famille du dimanche soir sur comment changer le monde, vous avez toujours les deux points de vue. Ceux qui disent pour changer le monde, il faut changer les structures du monde. On va prendre le pouvoir, on va se présenter aux élections, on va changer l'ONU, on va changer l'OMC ou ce que vous voulez. Bon, et ce qui, à mon avis, il faut faire, j'ai aucun doute là-dessus. Et puis ceux qui disent, OK, mais si en même temps, les hommes continuent à foutre des taloches à leurs femmes ou à leurs gosses, si on se comporte comme des porcs sur le plan écologique, si, etc., franchement, qu'est-ce que c'est que ce changement de société? Et donc, on va voir les féministes, les écologistes, les pédagogistes, dire que le changement des comportements est essentiel. Évidemment, il faut faire les deux. Mais ce qui est frappant dans la culture politique française, culture politique au sens large du terme, pas simplement des partis politiques, c'est qu'on est dans un pays qui a été le pays des insurrections pendant tout le 19e siècle. Au 20e siècle, on a été le pays des grèves générales, 36, 68, 95, enfin on en connaît un rayon là-dessus. En tant que syndicaliste, c'est des choses qu'on a tous beaucoup défendues. Mais on n'a pas vu que d'autres pays, je pense à l'Espagne, je pense surtout à l'Italie, à l'Allemagne, eux avançaient plus sur les alternatives concrètes. Les centres sociaux, les coopératives, c'est la base par exemple de la poussée des Grünen en Allemagne dans les années 80. Beaucoup de gens venaient de l'extrême gauche, mais à partir de ce réseau associatif, ils ont été capables de produire des alternatives concrètes. Et évidemment, à mon avis, il faut faire les deux. Il faut savoir descendre dans la rue quand il faut descendre dans la rue, mais en même temps, on n'a pas tellement cette culture des alternatives concrètes. C'est en train de changer. Et comment on pourrait la développer justement? Ça, ici, Prime Vert. Moi, j'ai été très proche, et je suis toujours d'Alternativa, par les amis basques qui ont lancé Alternativa, c'est ça. Alternativa, c'est l'idée de promouvoir et de défendre des alternatives concrètes. Et je pense qu'il faut vraiment être capable de faire les deux, et qu'en ce moment, tout est en train de tourner. Prenez, par exemple, j'ai vu tout à l'heure des discussions sur le changement dans l'alimentation, les AMAP, les circuits courts. On peut considérer que c'est des petites choses, mais ces petites choses changent beaucoup de choses. Vous qui êtes habitué au rapport de force, certains attachés à l'ancien monde vont s'y accrocher. Oui. Comment on les fait changer justement? Comment on les fait changer de vision, de société, de paradigme? Des deux façons. Je pense qu'il faut continuer à leur botter un peu le derrière, comme on dit, en descendant dans la rue, en montrant qu'on n'est pas d'accord. Mais il faut aussi se rendre compte que l'évolution de la société, si eux ne le prennent pas en compte, c'est eux qui vont être balayés. Le dégagisme, c'est aussi un peu ça. C'est des gens qui sont des éléphants dans des vieilles boutiques politiques fatiguées. Et à un moment donné, la société, c'est plus ça. La société, c'est plus ça. Les gens n'ont pas envie qu'on leur dise d'en haut, vous votez comme ça, qu'on leur dise toujours d'en haut, les choses sont comme ci et puis on ne pourra pas le changer. Notre-Dame-des-Landes, voilà, on l'a décidé parce qu'on est des énarques ou des élus régionaux, c'est nous qui avons raison, allez vous faire voir. À la fin, ça ne marche plus. Et donc, je pense que ce mélange des deux, qui est à la fois de descendre dans la rue quand il faut, et aussi de se rendre compte que la société en tant que telle est en train d'évoluer, c'est au cœur de la transformation actuelle. Et là, on est face à des crises diverses, écologiques, sociales. Le temps est à l'urgence. Vous pensez qu'il faut agir vite? Vous êtes optimiste, pessimiste? C'est quoi votre vision? Personnellement, je suis plutôt un optimiste. Mais ça ne veut pas dire grand-chose et ça n'a pas beaucoup d'intérêt de savoir si je suis optimiste. Vous pensez que... Mais je pense que cette articulation entre la nécessité de se mobiliser tous ensemble quand il faut le faire, et en même temps de développer ces alternatives concrètes. Je prends un exemple tout simple, l'énergie.
Bon, les Allemands nous ont montré, à nous Français, on peut changer radicalement le marché européen de l'énergie par des coopératives et des actions décentralisées. On n'a pas toujours besoin d'un grand service public avec un grand architecte en haut qui nous dit comment faire. On peut par la base amener un changement. Si aujourd'hui EDF est dans une telle situation difficile, évidemment il y a toutes les erreurs sur les centrales EPR et toutes ces folies-là, mais il y a aussi le fait que le marché de l'énergie s'est beaucoup transformé, que ce prix a baissé tout simplement parce qu'il y a du renouvelable allemand qui inonde maintenant toute l'Europe, allemand, autrichien, danois, etc. Bon. Et dans ces pays d'origine germanique, c'est vraiment l'initiative citoyenne, ce que je vous disais tout à l'heure sur une autre tradition politique, qui a amené ce changement dans le modèle énergétique. Bon. Là, on est en retard. Par contre, parce que là, on est quand même dans le pays de la bonne bouffe, hein, on est à Lyon. Hein, bon. Dans le monde des AMAP, du bio, etc., on est en train de rattraper ce retard. Mais il faut le faire dans d'autres secteurs. Je pense à l'énergie et des tas d'autres. Et donc les solutions sont locales pour finir? Locales, mais aussi avec des règles nationales qui doivent pouvoir aider. Justement, hein. comment on articule les deux? Parce qu'on voit dans certaines communes, Lausanne-Goël, Ungersheim, ça marche. Ouais. On n'arrive pas à développer à les plus grandes échelles en fait. Il faut quand même que le national file un coup de main. Hein. Bon, regardez par exemple le débat sur le bio et les aides, parce qu'aujourd'hui l'État veut garder les aides à la conversion, mais ne veut pas financer les aides plus structurelles, de long terme, en se déchargeant sur les régions. Bon, il y a des régions qui vont faire le job, mais pas toutes. Hein. Bon, là, on voit bien qu'il y a un problème. Et donc, il faudrait que centralement, l'État soit capable d'accompagner, de favoriser, de faire la promotion de toutes ces initiatives. On en est loin. Hein. Merci Christophe Aguiton. Merci pour votre invitation. À bientôt. À bientôt.